Nous sommes le 18 juin 1940 au château de Pignerol, à Saint-Barthélemy d'Anjou, à 4 km seulement du centre d'Angers. Sur ce domaine de 70 hectares, un château néoclassique de 60 pièces vient de changer de maître en l'espace d'une nuit. Mais les nouveaux occupants ne sont pas des invités. Ce sont 200 soldats de la Wehrmacht. En quelques semaines, 15 antennes radio seront camouflées sur le toit élégant, transformant ce palais du XVIIIe siècle en oreille invisible de l'occupant. Pendant que Paris tombe et que De Gaulle appelle à la résistance depuis Londres, ici dans le silence feutré des salons de velours, une autre guerre commence, celle des ondes des codes secrets et des vies brisées par une conversation interceptée au mauvais moment. S'agit-il d'un simple château de province réquisitionné par hasard, ou du quartier général invisible d'une guerre de l'ombre minutieusement préparée? Pignerol est-il le refuge élégant d'une élite chassée de chez elle, ou la cage dorée où l'on enferme les secrets d'État pour mieux les faire parler? Et combien de vies ont été réellement brisées par des messages interceptés dans ces salons où quelques mois plus tôt, on dansait encore la valse? Ce n'est pas l'histoire d'un bombardement spectaculaire, ni celle d'une bataille sanglante. C'est l'histoire bien plus glaçante d'un pouvoir qui tue sans faire de bruit, qui condamne sans procès, et qui transforme l'architecture de la beauté en architecture de la surveillance. Un château où les murs n'ont pas seulement des oreilles, ils ont une mémoire que l'on préférerait oublier. Si vous partagez cette soif de vérité et souhaitez nous accompagner pour briser les scellés de l'histoire, aimez cette vidéo et abonnez-vous dès maintenant. Votre curiosité et votre soutien sont absolument essentiels pour nous donner la motivation de poursuivre ces enquêtes complexes et de faire revivre le passé. Pour comprendre comment un château du XVIIIe siècle devient l'oreille de l'occupant, en l'espace de quelques semaines, il faut d'abord saisir le monde dans lequel il a été bâti et surtout, le monde dans lequel il va basculer. Nous sommes dans l'Anjou de l'entre-deux-guerres, une province française qui se croit à l'abri des tempêtes de l'histoire. Angers, la capitale régionale, compte 85 000 habitants en 1939. Ce n'est ni Paris ni Lyon, mais ce n'est pas non plus une ville sans importance. C'est un nœud ferroviaire stratégique, 4 lignes principales convergent vers sa gare, reliant l'ouest atlantique au bassin parisien. C'est aussi une ville militaire, alors que Paris possède environ 200 ambassades, mais seulement 8 grandes casernes. Angers n'a que 2 consulats, mais abrite 15 casernes militaires permanentes. Ce contraste révèle une vérité que les Angevins ignorent encore en 1939, leur région n'est pas un refuge paisible. C'est une pièce sur l'échiquier de la guerre à venir. Le château de Pignerol incarne parfaitement cette illusion de sécurité provinciale. Construit en 1776 par l'architecte Bardoul de la Bigotière, pour une famille aristocratique locale, il représente l'apogée du raffinement néoclassique français. Ses propriétaires successifs, comtes banquiers puis industriels enrichis, ont maintenu une tradition d'élégance discrète, réception pour l'évêché, chasses à cour dans les 70 hectares de forêt bâle pour la haute société angevine. En 1938, le château appartient à une famille dont le patriarche, un ancien combattant de Verdun, décoré de la Croix de guerre en 1916, croit sincèrement que la France est une forteresse morale que rien ne peut ébranler. Il se trompe. Mais pourquoi précisément ce château attire-t-il l'attention de l'armée allemande dès les premiers jours de l'occupation? Un document, déclassifié en 1997 par les archives militaires allemandes, apporte une réponse glaçante. La Gestapo possédait les plans détaillés du château de Pignerol dès 1938, soit 2 ans avant l'invasion. Ces plans incluaient non seulement la disposition des pièces, mais aussi les mesures exactes du toit, la profondeur des caves et même la distance précise jusqu'aux centrales téléphoniques d'Angers, 3 km et 200 mètres à vol d'oiseau. Qui a fourni ces informations? Le dossier reste muet. Mais l'hypothèse la plus probable selon les historiens
est celle d'un géomètre ou d'un entrepreneur local ayant travaillé sur des rénovations dans les années 30 et recruté, volontairement ou à son insu, par les services de renseignement nazis. Cette préparation méthodique révèle une vérité essentielle. Pignerol n'a pas été réquisitionné par opportunisme. Il a été ciblé. Car dans la stratégie de surveillance allemande, tous les châteaux ne se valent pas. En 1939, le Maine-et-Loire recense 127 demeures nobles de taille équivalente ou supérieure à Pignerol. Mais seuls 3 réunissent les critères techniques et altitudes suffisantes pour optimiser la portée des antennes sous-sol en calcaire, tuffeau facile à excaver pour créer des bunkers et surtout proximité d'un carrefour routier et ferroviaire. Pignerol culmine à 55 mètres au-dessus de la vallée de la Maine, offrant une visibilité à 5 km à la ronde. Le château se trouve à 8 km de la gare principale d'Angers, par laquelle transitent les communications militaires de tout l'ouest français. Le maire de Saint-Barthélemy d'Anjou. Le village qui entoure le château consigne dans son registre municipal une note laconique datée du 15 juin 1940, réquisition totale du château de Pignerol par autorité militaire allemande. Famille propriétaire expulsée en 24 heures. Aucune compensation prévue. 24 heures. C'est le délai accordé au comte à son épouse, à leurs 3 enfants âgés de 14, 11 et 8 ans, et à leurs 12 domestiques pour quitter une demeure habitée par la même lignée depuis 164 ans. Ils emportent ce qu'ils peuvent dans 2 charrettes, des malles de vêtements, quelques portraits d'ancêtres, l'argenterie de famille. Tout le reste, les 847 objets inventoriés par un notaire en 1935, dont les meubles, les tableaux, les tapisseries et une bibliothèque de 8000 volumes, est laissée sur place. La plupart ne sera jamais restituée. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, au château de Brissac, la plus haute forteresse de France, avec ses 7 étages et ses 204 pièces, les propriétaires négocient un arrangement avec l'occupant. Ils cèdent une aile du château mais conservent leurs appartements privés. À Pignerol, aucune négociation n'est possible. Pourquoi cette différence de traitement? Parce que Brissac, malgré sa splendeur, n'offre pas la configuration technique que recherche la Wehrmacht. Ces murs épais du XVe siècle ne peuvent accueillir les câbles modernes. Ces toitures pentues ne supportent pas le poids des antennes pour des sepoies antennes. Pignerol, lui, avec son architecture néoclassique plus légère, ses grandes pièces rectangulaires et son toit à faible pente, est une page blanche sur laquelle l'armée allemande peut écrire son infrastructure de surveillance. Le 20 juin 1940, soit 5 jours après l'expulsion de la famille, les premiers camions militaires arrivent. Ils transportent non pas des meubles, mais du matériel radio-caisse, de tubes électroniques, bobines, de câbles blindés, antennes démontées, générateurs électriques. Un villageois, Henri Boucher, boulanger de Saint-Barthélemy, témoignera en 1985 « On voyait défiler les camions jour et nuit. Ils ne s'arrêtaient jamais. Au bout d'une semaine, on ne reconnaissait plus le château. Le toit brillait à cause des antennes métalliques. On aurait dit une araignée géante posée sur le bâtiment. Mais au-delà de la transformation physique, c'est la fonction même du lieu qui bascule. Comme à Candé, où les Windsor cherchaient un refuge pour échapper au regard du monde, Pignerol incarne une quête d'isolement. Mais ici, l'isolement n'est pas celui de l'intimité amoureuse, c'est celui du secret militaire. Les 200 soldats qui s'installent ne sont pas des fantassins ordinaires. Ce sont des techniciens, des cryptographes, des opérateurs radio triés sur le volet, appartenant à une unité spécialisée dans la surveillance des communications. Leur mission, intercepter, décoder et transmettre à Berlin toutes les communications ennemies circulant dans l'ouest de la France. En l'espace de 28 jours, du dernier bal mondain du 22 mai 1940, où 80 invités ont dansé au son d'un orchestre de jazz à la première réquisition du 20 juin, un monde s'effondre. Les salons de velours où l'on récitait du Verlaine vont désormais résonner du cliquetis des machines de chiffrement. La bibliothèque
bibliothèque, où l'on feuilletait Montaigne, va se remplir de fiches d'écoute. Les chambres aux lits à baldaquin vont accueillir des lits superposés métalliques. Mais une question demeure obsédante: si la Gestapo possédait les plans du château dès 1938, qui parmi les familiers de Pignerol a trahi en premier. Un domestique, un fournisseur, ou simplement un géomètre naïf qui ne savait pas à qui il vendait ses relevés. Les archives ne livrent aucun nom. Ce silence est peut-être la trahison la plus terrible, celle qui ne laisse aucune trace, aucun coupable, à juger seulement un doute qui empoisonne la mémoire. Dites-nous en commentaire, selon vous, la trahison vient-elle toujours de l'intérieur? Ou peut-on être complice sans le savoir? Avant de franchir le seuil de ce qui deviendra un piège de pierre, il faut comprendre pourquoi Pignerol a été bâti précisément ici sur cette terre d'Anjou, et ce que ce choix révèle sur les ambitions de ses créateurs. Nous sommes en 1776, l'année même où les colonies américaines déclarent leur indépendance. En France, Louis XVI vient de monter sur le trône. À Saint-Barthélemy d'Anjou, un petit bourg agricole de 900 âmes, situé à 4 km au nord-est d'Angers, un aristocrate local fait un pari audacieux, transformer une terre de vignobles et de pâturage en un domaine digne de l'aristocratie parisienne. Cette terre n'est pas choisie au hasard. Elle occupe un promontoire naturel, une légère élévation qui domine la vallée de la Maine sur 3 côtés. L'altitude n'est pas spectaculaire, 55 mètres seulement, mais dans cette région de plaine, c'est suffisant pour offrir une visibilité exceptionnelle. Depuis le futur emplacement du château, on peut voir à 5 km à la ronde les clochers d'Angers au sud-ouest, les méandres de la Loire au sud et les forêts de chasse au nord. Le terrain acheté représente 70 hectares d'un seul tenant, soit l'équivalent de 98 terrains de football moderne. Pour donner une échelle, c'est 3 fois la superficie du Jardin du Luxembourg à Paris, mais concentrée autour d'une seule résidence. Cette démesure n'est pas celle d'un roi, mais celle d'un provincial qui veut prouver que la noblesse de province peut rivaliser avec celle de Versailles. L'architecte choisi Bardoul de la Bigotière est un disciple des principes palladiens, symétrie absolue, proportions harmonieuses, façade sobre, mais imposante. Le château qu'il dessine mesure 45 mètres de longueur sur 20 mètres de largeur. La hauteur du sol au fait du toit atteint 18 mètres. Pour traduire ces chiffres en sensations, imaginez une façade de 3 niveaux, chacun percé de 9 hautes fenêtres alignées avec une régularité mathématique. Au centre, un péristyle à colonnes doriques marque l'entrée principale. Le toit est à faible pente, recouvert de 45 000 ardoises de trélazé, cette roche bleu-noir extraite des carrières voisines qui fait la fierté de l'Anjou. Sur les angles, 4 cheminées monumentales en pierre de tuffeau s'élèvent non pas pour la beauté, mais parce que chauffer un tel volume exige une puissance considérable. Le choix des matériaux révèle une volonté d'ancrage local. Le tuffeau, cette pierre calcaire blanche et poreuse, est extrait des carrières de Saumur à 50 km au sud-est. 8000 tonnes de blocs sont acheminées par bateau à fond plat, remontant la Loire puis la Maine. Chaque bloc pèse entre 150 et 300 kg. Les tailleurs de pierre travaillent sur place pendant 2 ans. Leurs marques de petits symboles gravés au ciseau sont encore visibles aujourd'hui sur certaines pierres d'angle, une croix, un compas, une étoile. Ces signatures muettes sont les seules traces humaines de cette armée d'artisans. Les fondations exigent un travail titanesque. Le sous-sol de Saint-Barthélemy est un mélange de calcaire tuffeau et d'argile relativement stable, mais sujet aux infiltrations d'eau. Pour garantir la pérennité du bâtiment, les maçons creusent des tranchées de 4 mètres de profondeur sur tout le périmètre du château. Ces tranchées sont remplies de moellons liés au mortier de chaux. C'est cette même profondeur qui, 164 ans plus tard, permettra aux Allemands de creuser facilement leur bunker souterrain. Le terrain a déjà été excavé une première fois. Mais pourquoi
un tel investissement pour un château de province. Le coût total de la construction est estimé à 280 000 livres tournois, soit l'équivalent de 15 millions d'euros actuels. C'est une somme colossale pour l'époque. À titre de comparaison, le petit Trianon de Versailles, achevé en 1768, a coûté 1 million de livres, certes, mais il appartient au roi de France. Pignerol appartient à un simple hobereau angevin. Cette disproportion révèle une ambition dévorante, celle de la noblesse provinciale qui veut prouver qu'elle existe, qu'elle compte, qu'elle n'a rien à envier à la cour. L'emplacement choisi n'est pas qu'esthétique, il est profondément stratégique. Le château se situe à l'intersection de 4 routes principales, celle qui mène à Angers au sud-ouest, celle qui file vers Le Mans au nord, celle qui rejoint Tours à l'est et celle qui descend vers Saumur au sud. En temps de paix, cela permet de recevoir des invités venant de toute la région. En temps de guerre, cela fait du château un carrefour de communication. Les bâtisseurs de 1776 ne pouvaient pas imaginer que cette accessibilité deviendrait en 1940 un critère de sélection pour l'armée d'occupation. Il y a une ironie cruelle dans cette géographie. Le château a été construit pour dominer le paysage, pour que son propriétaire puisse contempler ses terres du haut de ses fenêtres. Mais cette même élévation, cette même visibilité feront de Pignerol un poste d'observation idéal pour surveiller les mouvements de troupes, intercepter les communications radio et espionner une région entière. Ce qui était un symbole de puissance deviendra un instrument de surveillance. Pourquoi la Wehrmacht a-t-elle choisi Pignerol parmi les 127 châteaux du département ? Parce que la pierre posée en 1776 portait déjà inscrite dans sa géométrie la possibilité de sa propre trahison. L'altitude, les routes, le sous-sol, tout était déjà là attendant depuis 164 ans qu'une guerre vienne révéler sa véritable fonction. Si les pierres de 1776 ont survécu, c'est ce qui s'est ajouté en 1940 qui transformera Pignerol en machine de guerre. Car entre la pose de la première pierre et l'arrivée des antennes radio, il n'y a pas qu'un gouffre temporel de 164 ans. Il y a un abîme de nature, celui qui sépare l'architecture de la beauté de l'architecture de la surveillance. La construction originelle du château s'étale de 1776 à 1778. 2 années complètes pendant lesquelles 150 ouvriers locaux, maçons tailleurs de pierre, charpentiers couvreurs, travaillent du lever au coucher du soleil. Le rythme est celui de l'artisanat, chaque pierre est taillée à la main, chaque poutre est ajustée au millimètre près par des compagnons formés selon les traditions médiévales. Les 8000 tonnes de tuffeau arrivent par convois fluviaux depuis Saumur, déchargés sur les quais d'Angers, puis transportés par charrettes, tirés par des bœufs jusqu'au chantier. Les 45 000 ardoises de Trélazé sont posées une à une sur la charpente en chêne de Slavonie, un bois dense et imputrescible importé d'Europe centrale. Chaque détail exige du temps, de la patience, du savoir-faire, transmis de génération en génération. Le château, achevé en 1778, traverse ensuite les décennies avec les modifications habituelles des grandes demeures. En 1845, une aile est ajoutée à l'est pour accueillir 12 chambres supplémentaires destinées aux invités de marque. En 1910, l'électricité. Arrive un générateur de 25 kW, est installé dans une dépendance alimentant 32 ampoules et 6 lustres à pendeloques de cristal. En 1925, le chauffage central fait son apparition, 18 radiateurs en fonte sont posés dans les pièces principales reliées à une chaudière à charbon située dans les caves. Ces modernisations successives respectent toujours l'esprit du lieu. Rien ne vient défigurer la façade. Tout se cache, tout se dissimule dans l'épaisseur des murs ou dans les sous-sols. Puis vient juin 1940, et avec lui une métamorphose d'une violence inouïe. Le contraste est saisissant. Ce que 150 artisans ont mis 2 ans à bâtir avec amour, en 1776 200 soldats allemands
le transforme en 4 mois avec une efficacité mécanique. Dès le 25 juin 1940, 5 jours après l'expulsion de la famille propriétaire, les travaux commencent. Mais ce ne sont plus des travaux de construction, ce sont des travaux de conversion militaire. La toiture est la première victime. Les couvreurs allemands démontent 2000 ardoises sur la partie centrale du toit pour installer des châssis métalliques capables de supporter 15 antennes radio. Chaque antenne mesure 12 mètres de hauteur et pèse 80 kg. Elles sont fixées par des boulons d'acier ancrés directement dans la charpente du XVIIIe siècle. Le bois de chêne craque sous le poids, mais il tient. Les antennes, une fois dressées, transforment la silhouette du château. Vue de loin, la demeure néoclassique ressemble désormais à un insecte géant hérissé de pattes métalliques. Sous le château, l'excavation commence. Les soldats du génie creusent un bunker de 120 mètres carrés à 8 mètres de profondeur directement sous l'aile ouest. 120 mètres cubes de terre et de roches calcaires sont extraits en 3 semaines. Le rythme est infernal, les équipes se relaient jour et nuit, éclairées par des projecteurs militaires. Le bruit des pioches et des pelles résonne dans tout le village. Les habitants de Saint-Barthélemy d'Anjou terrés chez eux entendent le château gémir sous les coups. Une fois l'excavation terminée, 80 mètres cubes de béton armé sont coulés pour renforcer les murs et le plafond du bunker. L'épaisseur des murs atteint 1,20 m. C'est une protection contre les bombardements aériens que l'état-major allemand anticipe déjà. À l'intérieur du château, les transformations sont tout aussi brutales. 2 km de câbles blindés sont posés serpentant du toit jusqu'au sous-sol en passant par les murs. Pour faire passer ces câbles, les soldats perçant des trous de 15 cm de diamètre dans les boiseries du XVIIIe siècle à travers les lambris sculptés à travers les cheminées en marbre. Aucune considération esthétique ne freine les travaux. L'urgence militaire écrase tout. Dans 3 pièces stratégiques, la bibliothèque, le grand salon et l'ancienne salle de musique, les murs sont renforcés avec 40 cm de béton armé supplémentaire. Ces pièces deviennent des bunkers intérieurs capables de résister à un tir direct d'obus. Les fenêtres sont murées remplacées par des meurtrières de 10 cm de large. La lumière naturelle disparaît. Ces salons où brillaient autrefois les lustres de cristal deviennent des cavernes artificiellement éclairées par des ampoules électriques nues. Un système de ventilation est installé 6 bouches d'aération percées dans les murs extérieurs reliés à un réseau de conduits métalliques qui débouchent dans le bunker souterrain. Le débit atteint 400 mètres cubes par heure, suffisant pour renouveler l'air de 200 hommes travaillant en espace confiné. Le bruit permanent de cette ventilation, un ronronnement grave et mécanique, remplace le silence feutré qui régnait autrefois dans les couloirs. Le chantier est dirigé par des ingénieurs militaires formés à l'école du génie de Munich. Ils travaillent avec des plans précis, des échéanciers stricts. Aucune improvisation, aucun retard toléré. Les civils français réquisitionnés pour aider, 30 prisonniers de guerre capturés en juin 1940, travaillent 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Un témoignage recueilli en 1945 rapporte « Nous coulions du béton la nuit. Interdiction de parler entre nous. Un soldat allemand nous surveillait mitraillette en bandoulière. Si quelqu'un ralentissait, il recevait un coup de crosse. » Le coût financier de ces transformations est estimé d'après les archives allemandes déclassifiées à 1 200 000 Reichsmarks, soit environ 8 millions d'euros actuels. C'est plus de la moitié du coût de construction initial du château. Mais l'argent n'est pas un problème pour la Wehrmacht victorieuse de l'été 1940. Ce qui compte, c'est la rapidité. Le 1er juillet 1940, soit 36 jours après le début des travaux, le château est déclaré opérationnel. 36 jours pour transformer un palais en forteresse.
Ce que l'aristocratie française a mis 2 ans à édifier avec élégance, l'armée allemande l'a dévoré en 5 semaines avec brutalité. Mais une question demeure: pourquoi, en pleine victoire fulgurante de juin 1940, la Wehrmacht investit-elle autant de moyens d'hommes et d'argent dans un seul château de province, alors qu'elle possède déjà 50 bases militaires réparties dans tout l'Anjou? Qu'écoute-t-on depuis Pignerol que l'on n'entend nulle part ailleurs? Et surtout, qui a payé le véritable prix de cette métamorphose, les pierres ou les hommes? Franchissons maintenant le seuil. Ce que l'on découvre à l'intérieur illustre la schizophrénie de Pignerol, un décor du XVIIIe siècle bourré de technologies des années 40. C'est un corps aristocratique dont on a arraché l'âme pour y implanter un cerveau militaire. Le château, dans sa configuration d'origine, compte 60 pièces réparties sur 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, les espaces de réception, un grand salon de 120 mètres carrés, 12 mètres de longueur sur 10 mètres de largeur, avec une hauteur sous plafond de 4,50 mètres. Les murs sont tendus de damas rouges, cramoisis les fenêtres habillées de rideaux en velours de Gênes. 3 lustres en cristal de Bohême, hauts de 2 mètres, chacun pendre du plafond à caisson peint. Au sol, un parquet en chêne massif, à chevrons, ciré à la cirée d'abeilles, brille comme un miroir. La bibliothèque occupe l'aile ouest. C'est une pièce de 80 mètres carrés sur 2 niveaux, avec une galerie supérieure accessible par un escalier en colimaçon en fer forgé. Les rayonnages en bois de chêne montent jusqu'à une hauteur de 6 mètres, accueillant 8000 volumes catalogués en 1938 éditions rares du XVIIe siècle, encyclopédies, illustrées, atlas géographiques reliés plein cuir. L'odeur du vieux papier et de la cire imprègne l'air. C'est un sanctuaire du savoir. À l'étage noble, 8 chambres de maître s'alignent le long d'un corridor de 40 mètres. Chaque chambre mesure environ 35 mètres carrés, avec cheminée en marbre blanc de Carrare, lit à baldaquin en acajou sculpté et armoire encastrée. 6 salles de bain ont été ajoutées lors de la modernisation de 1920, baignoires en fonte, émaillées robinetterie en laiton chromé, carrelage en faïence blanche de Gien. Au 2e étage, sous les combles, 12 chambres plus petites, 15 mètres carrés chacune, sont réservées au personnel domestique. Le château possède aussi 140 placards et armoires encastrées dissimulées dans l'épaisseur des murs. C'est un détail qui peut sembler anodin, mais il révèle l'obsession française pour le rangement invisible pour l'ordre caché derrière l'apparence. Ces placards contiennent le linge de maison. 800 pièces inventoriées en 1935 draps brodés, aux armes de la famille nappes damassées, serviettes en lin de Flandre. Puis vient juin 1940, et cette harmonie vole en éclats. Le grand salon devient salle d'opération. Les meubles, fauteuils. Louis XVI, console en marqueterie, table de jeu en acajou, sont entassés dans une remise. À leur place, 12 bureaux métalliques alignés en 2 rangées de 6. Sur chaque bureau, un téléphone crypté de type Siemens relié au réseau militaire allemand. Au mur, une carte de France de 3 mètres sur 2 mètres épinglée directement sur le damas rouge. Des punaises de couleur marquent les positions des unités alliées mises à jour quotidiennement. Les 3 lustres en cristal restent accrochés au plafond, mais ils n'éclairent plus des valses. Ils éclairent la planification de la surveillance d'une région entière. La bibliothèque subit une métamorphose encore plus brutale. Les 8000 volumes sont descendus en cave et empilés sans ménagement sur des étagères de fortune. Beaucoup prendront l'humidité. En 1945, lors du retour des propriétaires, 1200 livres seront irrécupérables, leurs pages collées par la moisissure. À la place des rayonnages, 8 postes de réception radio sont installés. Ce sont des appareils Telefunken E52, capables de capter des fréquences entre 3 et 30 MHz. Chaque poste occupe 1 mètre de largeur et pèse 45 kg.
15 opérateurs se relaient par équipe de 8 heures casques audio vissés sur les oreilles, transcrivant à la main les messages interceptés sur des carnets à souche numérotés. Les chambres nobles deviennent des dortoirs, 4 soldats par chambre. Les lits à baldaquin en acajou sont démontés entreposés. À leur place, 48 lits superposés en métal recouverts de matelas militaires gris-vert de 2 cm d'épaisseur. Les armoires encastrées servent désormais à ranger des uniformes, des bottes, des casques. L'odeur change, finit le parfum discret de lavande et de cire. Place à l'odeur de laine humide, de tabac et de sueur. Mais c'est dans les sous-sols que la transformation est la plus impressionnante. Le bunker fraîchement creusé, 120 mètres carrés à 8 mètres de profondeur, devient le cœur technique de toute l'opération. On y accède par un escalier raide de 28 marches en béton brut. En bas, l'air est froid, à 15 degrés constants toute l'année. Les murs sointent l'humidité malgré les 40 cm de béton armé. Le bunker abrite un générateur électrique Dodds de 80 kW, capable d'alimenter tout le château en cas de coupure du réseau civil. Le générateur tourne au fioul, réservoir de 500 litres, autonomie de 72 heures en consommation maximale. Le bruit est assourdissant, un grondement mécanique permanent qui fait vibrer les murs. À côté du générateur, un système de ventilation forcée, 6 ventilateurs métalliques de 80 cm de diamètre, brassant 400 mètres cubes d'air par heure pour évacuer les gaz d'échappement et renouveler l'oxygène. Le bunker contient aussi les réserves de survie, 200 kg de charbon pour les cheminées en hiver, 500 rations militaires en conserve, 400 litres d'eau potable stockés dans des jerrycans en acier. C'est une forteresse autonome conçue pour résister à un siège. Le détail le plus choquant, celui qui cristallise toute l'obscénité de cette transformation, se trouve dans la salle de bain principale du premier étage. La baignoire, une pièce magnifique en marbre de Carrare, sculptée d'une seule pièce pesant 300 kg, n'est plus utilisée pour le bain. Elle sert désormais à stocker des batteries au plomb pour alimenter les postes radio de secours. 30 batteries de 12 volts, 40 kg, chacune empilée dans cette cuve où l'on se prélassait autrefois dans de l'eau parfumée à la rose. Imaginez sous les fresques mythologiques du plafond représentant Apollon et les Muses, peintes en 1778 par un élève de Fragonard des soldats en Felgros, pianote sur des télégraphes morse. Dans le salon de musique, où résonnait autrefois un piano Erard, un instrument de 1800 pièces fabriqué à la main, on entasse désormais des caisses de munitions et des bidons de fioul. Le piano lui-même, trop encombrant pour être déplacé, sert de table pour classer des fiches d'écoute. Sa surface laquée noire est rayée par les boucles de ceinturons des officiers qui s'y appuient. Une couturière du village Madame Dupont, réquisitionnée pour laver le linge militaire, témoignera en 1946. On voyait les antennes briller la nuit quand il y avait de l'orage. Ça ressemblait à une araignée géante posée sur le toit. Et le bruit, ce bruit permanent du générateur qui tournait dans les caves. On l'entendait jusqu'à chez nous à 500 mètres. C'était comme si le château respirait, mais d'une respiration mécanique inhumaine. Le château possède 140 placards qui autrefois abritaient des trésors de linge brodé. Désormais, plus aucun ne contient de nappes damassées. Il stocke du matériel d'espionnage, carnets de code manuel, de déchiffrement, cartes topographiques, pliées bobines de fils magnétiques pour enregistrer les communications interceptées. Mais que cachent réellement ces sous-sols bunkerisés? En 1998, lors de travaux de rénovation, après que le château soit devenu un hôtel des ouvriers, découvrent une pièce murée derrière un mur de béton dans le bunker principal. À l'intérieur, 47 dossiers classés, secret défense de la Wehrmacht, miraculeusement oubliés lors de l'évacuation de 1944. Ces dossiers seront transmis au mémorial de Caen. Ils révèlent des listes des noms, des adresses, des fréquences radio utilisées par la résistance locale. Combien de vies
ces dossiers ont-ils brisé? Les historiens estiment qu'au moins 80 personnes figurant sur ces listes ont été arrêtées entre 1940 et 1 et 1940 et 3. Avant de plonger dans les ténèbres de l'occupation, arrêtons-nous un instant sur ce qu'était la vie à Pignerol quand les lustres éclairaient encore des balles, et non des interrogatoires. Nous sommes en 1936, un dimanche d'août. Le château vibre de cette élégance provinciale qui fait croire à ses habitants qu'ils sont immortels. Ce jour-là, la comtesse organise sa réception estivale annuelle. 180 invités sont attendus, l'évêque d'Angers, le préfet du Maine-et-de-Loire, des industriels locaux, des propriétaires terriens, quelques artistes parisiens en villégiature. 18 domestiques permanents s'activent depuis l'aube, aidés par 30 extras recrutés pour l'occasion dans les villages alentours. Dans les cuisines situées au rez-de-chaussée, 8 cuisiniers préparant un menu de 8 plats consommés de homard saumon de Loire en croûte faisan, rôti aux morilles, sorbet au champagne, pièce montée haute de 80 cm. 150 bouteilles de champagne. Moët et Chandon refroidissent dans des bacs de glace pilés transportés depuis les glacières d'Angers. 80 kg de pâtisserie, macarons éclairs, tartelettes aux fruits confits, attendent sur des présentoirs en argent massif. À 20 h, les premières calèches arrivent. Les invités traversent le parc illuminé par 200 lanternes vénitiennes suspendues aux branches des tilleuls. Dans le grand salon, un orchestre de 12 musiciens, violon, violoncelle, contrebasse, piano, joue des valses de Strauss. Les femmes portent des robes longues en soie, les hommes des queues de pie noire. On danse jusqu'à minuit. À minuit précisément, un feu d'artifice de 20 minutes embrase le ciel au-dessus du parc. Coût de cette seule soirée, selon les registres comptables du château, 2000 francs, soit l'équivalent de 6 mois de salaire d'un ouvrier agricole. C'est un monde qui se croit éternel. Un monde où le temps semble suspendu, protégé par les murs épais et les traditions séculaires. La routine quotidienne du château, en dehors des grandes réceptions, suit un rythme immuable. 7 heures réveil des domestiques. 8 heures petit déjeuner de la famille dans le salon du petit déjeuner, une pièce de 40 mètres carrés donnant sur les jardins à la française. Le comte lit Le Figaro. La comtesse vérifie les menus de la semaine avec la gouvernante. 10 heures promenade dans le parc ou lecture dans la bibliothèque. 13 heures déjeuner dans la salle à manger, principale table dressée pour 12 couverts, même quand la famille dîne seule, car les usages aristocratiques exigent que l'on maintienne les apparences. 15 heures réception dans le salon de thé où la comtesse reçoit jusqu'à 30 visiteuses de la société angevine. On y parle de littérature, de mode parisienne, de mariages à venir. 20 heures dîner formel avec 6 à 8 convives. 22 heures musique dans le salon principal. Le comte joue du piano, parfois un quatuor accordé, et est invité pour des œuvres de Mozart ou Beethoven. Les chasses à courre rythment les saisons. De septembre à mars, 12 grandes chasses sont organisées. 40 à 60 cavaliers se réunissent à l'aube accompagnés de 30 rabatteurs à pied et d'un équipage de 25 chiens courants. Les territoires de chasse s'étendent sur les 70 hectares du parc, plus de 100 hectares de forêt voisine. Après la chasse, un déjeuner pentagruélique réunit les participants viande, rôti terrine, de gibier, fromages régionaux, vins de Loire. Ces rituels ne sont pas de simples divertissements, ce sont des cérémonies sociales qui maintiennent la hiérarchie, qui tissent des alliances entre familles nobles, qui perpétuent un ordre du monde que l'on croit immuable. Le 22 mai 1940 marque le dernier bal. 80 invités. Un orchestre de jazz, nouveauté moderne que le comte a accepté pour plaire à ses enfants. On danse le swing jusqu'à 3 heures du matin. Certains invités arrivent avec des nouvelles inquiétantes de Paris. L'armée allemande a percé les lignes françaises, la débâcle a commencé. Mais ici, à Pignerol, on refuse encore d'y croire. On danse pour oublier. On danse comme on se raccroche à un monde qui agonise déjà. 28 jours plus tard,
tout s'effondre. Le 20 juin 1940, les premiers soldats allemands franchissent les grilles. Ils ne viennent pas danser, ils viennent occuper. Et avec eux, une autre vie commence, une vie réglée non plus par les saisons aristocratiques, mais par les rotations militaires. 6 heures du matin, relève de la garde. 20 soldats en armes patrouillent le périmètre du domaine. 7 heures, levée des couleurs. Un drapeau à croix gammée de 3 mètres sur 2 mètres est tissé sur le toit du château. De 8 heures à 20 heures, rotation des opérateurs radio. 3 équipes de 15 hommes se succèdent toutes les 8 heures dans la bibliothèque transformée en centre d'écoute. Le cliquetis permanent des télégraphes morses remplace les sonates de Mozart. 21 heures couvre-feu pour le personnel français réquisitionné. 3 jardiniers, 2 cuisinières, une blanchisseuse doivent regagner leur quartier dans les dépendances. Interdiction de circuler après 7 heures sous peine d'arrestation. 22 heures patrouille de nuit autour du château, renouvelée toutes les 2 heures jusqu'à l'aube. Le contraste entre les deux vies est obscène. Là où l'on servait autrefois 150 couverts en porcelaine de Limoges pour une soirée de gala, on distribue désormais 200 gamelles en aluminium cabossées pour la cantine militaire. Là où l'on débouchait du champagne Moët et Chandon dans des coupes en cristal de baccarat, on vide des bidons de bière allemande dans des chopes en étain. Là où résonnaient des quatuors à cordes, on entend maintenant le grondement permanent du générateur diesel dans les caves. Ce bruit de respiration mécanique dont parle la couturière du village, ce souffle inhumain qui ne s'arrête jamais. Marcel Leduc, le jardinier principal réquisitionné pour continuer l'entretien du parc, livrera. En 1945, un témoignage glaçant lors de son interrogatoire par les autorités françaises. Je devais tailler les haies comme avant arroser les massifs de roses, ratisser les allées de gravier. Mes interdictions absolues de lever les yeux vers les fenêtres du 2e étage où se trouvaient que les postes d'écoute. Un soldat m'a frappé une fois parce que j'avais regardé vers le toit pour vérifier la météo. Coup de crosse dans les côtes. J'ai compris, on n'était plus chez nous. On était des fantômes au service d'une machine. Dans la salle à manger, où l'on dressait autrefois une table de 12 couverts, avec argenterie gravée aux armes de la famille nappes damassées et bouquets de pivoine fraîche, on installe désormais 4 longues tables en bois brut pour nourrir 200 soldats par service. Les repas sont expédiés en 20 minutes. Rations standardisées, pain noir, saucisses, choux fermentés, café d'orge. Les fenêtres donnant sur les jardins sont obstruées par des rideaux opaques pour respecter les consignes de blackout. La lumière électrique nue des ampoules sans abat-jour crée une atmosphère carcérale. Les jardins eux-mêmes changent de nature. Les parterres de roses et de lavande sont partiellement arrachés pour creuser 3 tranchées défensives et ériger 3 miradors en bois de 6 mètres de hauteur. Des rouleaux de barbelés ceinturent désormais le périmètre du château. Le tennis en terre battue, où les enfants du comte jouaient encore en mai 1940, est transformé en zone de stationnement pour 8 camions militaires qui écrasent le gazon soigneusement entretenu pendant 164 ans. Le piano est rare sur lequel aurait été joué, selon la tradition familiale des œuvres, lors d'une visite de Chopin en 1848. Affirmation jamais vérifiée mais pieusement conservée dans la mémoire du château, porte désormais des traces de tasses de café Wehrmacht et de cendres de cigarettes brunes. Sa surface, laquée noire, est rayée par les boucles métalliques des ceinturons d'officiers qui s'y appuient pour étudier des cartes militaires. Personne ne joue plus une seule note. Les 8000 volumes de la bibliothèque descendus en cave en juin 1940 restent empilés dans l'obscurité pendant 4 ans, jamais ouverts, prenant l'humidité. Quand ils seront remontés en 945 200 seront irrécupérables, leurs pages collées par la moisissure, leurs reliures en cuir rongées par le salpêtre. Parmi eux, une édition originale des Fables de La Fontaine de 1668, estimée à 15 000 francs en 1938.
Perdu. Une édition rare des Essais de Montaigne de 1595. Perdu. Des siècles de culture détruits non par le feu, mais par l'indifférence. Mais la question qui hante ce contraste insoutenable reste celle-ci: que se passe-t-il dans les esprits quand les rituels du raffinement sont remplacés par les protocoles de la surveillance? Quand les salons de valse deviennent des salles d'écoute où l'on condamne des résistants à mort? Quand le château cesse d'être un foyer pour devenir une arme, en 1936, 180 convives dansaient sous les lustres. En 1940, et un 15 opérateurs décodent les messages de la résistance sous ces mêmes lustres. Même décor, fonction opposée. Et entre les deux, 28 jours seulement. Le temps qu'il faut pour qu'un monde bascule dans l'enfer. Le 18 juin 1940, pendant que De Gaulle appelle à la résistance depuis Londres, à 4 km d'Angers, un autre type de guerre commence, la guerre invisible. La chronologie de la chute est d'une brutalité mécanique. Le 15 juin 1940, l'avant-garde de la Wehrmacht entre dans Angers sans combattre. La ville est déclarée ville ouverte pour éviter sa destruction. 50 000 habitants assistent médusés au défilé des troupes allemandes sur les boulevards. 3 jours plus tard, le 18 juin, un premier détachement de 50 soldats investit le château de Pignerol. Ils n'entrent pas en fracassant les portes. Ils sonnent poliment. Un officier présente un document dactylographié en français et en allemand, ordre de réquisition immédiate au nom du commandement militaire de la région Ouest. Le 20 juin, à 8 heures du matin, un second document est remis au compte ordre d'évacuation, délai accordé 48 heures. Imaginez la scène. Une famille qui a habité ces murs depuis 164 ans doit tout quitter en 2 jours. Le comte a 62 ans. Son épouse en a 57. Leurs 3 enfants, 14, 11 et 8 ans, ne comprennent pas ce qui se passe. Les 12 domestiques, dont certains travaillent au château depuis 30 ans, pleurent en silence. Que prendre? Que laisser les valises s'entassent dans le hall. On emporte des vêtements, quelques portraits d'ancêtres arrachés au mur, l'argenterie de famille enveloppée dans des draps. 2 charrettes tirées par des chevaux attendent devant le perron. C'est tout ce que les Allemands autorisent comme transport. Le reste, les 847 objets inventoriés par le notaire en 1935, les meubles Louis XVI, les tapisseries flamandes du XVIIe siècle, les 8000 volumes de la bibliothèque, la vaisselle en porcelaine de Limoges, les lustres en cristal de Bohême, tout reste sur place. Les propriétés temporairement réquisitionnées, précise le document allemand. Restitution après la victoire finale du Reich. Cette victoire ne viendra jamais. Et la restitution non plus. La famille est reléguée dans une fermette située à la lisière du domaine à 800 mètres du château. 120 mètres carrés pour 7 personnes contre 2500 mètres carrés auparavant. Depuis les fenêtres de cette ferme, ils peuvent voir leur ancienne demeure. Chaque soir, la comtesse contemple les lumières qui brillent aux fenêtres. Ce ne sont plus ces lampes à abat-jour de soie. Ce sont des ampoules électriques nues qui éclairent le travail nocturne des opérateurs radio. Dans une lettre adressée au préfet du Maine-et-Loire et datée du 28 juin 1940 conservée aux archives départementales, la comtesse écrit « Monsieur le préfet, je vous supplie d'intervenir auprès de l'autorité occupante. Mes enfants pleurent chaque nuit. Les soldats ont arraché le portrait de mon époux tué à Verdun en 1916 lors de la Première Guerre. Ils l'ont jeté dans les poubelles du parc. Mon fils aîné, âgé de 14 ans, l'a récupéré au milieu des ordures. Il dort désormais avec ce portrait sous son oreiller. Nous n'avons reçu aucune compensation. On nous a promis des réparations, mais personne ne dit quand. Je ne demande pas la restitution immédiate du château, je comprends les nécessités de la guerre. Mais puis-je au moins récupérer les affaires personnelles de mes enfants? Leurs livres d'école, leurs jouets, les vêtements de leur enfance? Le préfet ne répondra jamais. Il n'a aucun pouvoir face à l'occupant. Pendant ce temps,
L'installation militaire se déroule avec une efficacité redoutable. Le 25 juin 1940, soit 5 jours après l'expulsion, les camions commencent à déverser leur cargaison. Ce ne sont pas des meubles de déménagement, mais du matériel de guerre technologique, caisses de tubes électroniques, bobines de câbles blindés de 2 km de longueur antenne, démontés en sections de 3 mètres, générateurs électriques montés sur remorque. L'unité qui s'installe n'est pas un régiment d'infanterie ordinaire. C'est une compagnie spécialisée dans la surveillance des communications ennemies, composée de 12 officiers et de 188 sous-officiers et soldats. Total, 200 hommes triés sur le volet pour leurs compétences techniques. Leur mission est précise, intercepter toutes les communications circulant dans l'ouest de la France. Cela inclut les transmissions de l'armée française, en déroute les liaisons avec Londres des premiers réseaux de résistance qui commencent à s'organiser, et plus tard, à partir de 1942, les messages des forces françaises intérieures et des maquis de l'Anjou et de la Touraine. La portée théorique des 15 antennes installées sur le toit atteint 800 km. Cela couvre tout l'ouest de la France, le sud de l'Angleterre, où se réfugie la RAF, et une partie de la Manche, où circulent les navires alliés. Le château devient, sans que les habitants de Saint-Barthélemy d'Anjou ne le réalisent immédiatement, l'une des oreilles les plus sensibles de la Wehrmacht en France occupée. Un rapport technique allemand, déclassifié en 1997, mentionne explicitement « poste d'écoute, Pignerol, position stratégique de premier ordre. Résultats opérationnels supérieurs à la moyenne. Recommandations, maintien et renforcement des effectifs. Les transformations physiques du bâtiment s'accélèrent. En juillet 1940, les couvreurs allemands démontent 2000 ardoises pour installer les châssis métalliques des antennes. En août, le bunker souterrain est creusé 120 mètres carrés, à 8 mètres de profondeur, 80 mètres cubes de béton, coulés en 3 semaines. En septembre, 2 km de câbles sont tirés du toit jusqu'au sous-sol perçant les boiseries du XVIIIe siècle comme on perce du carton. En octobre, 3 pièces stratégiques, bibliothèque, grand salon, salle de musique, voient leurs murs renforcés de 40 cm de béton armés supplémentaires. Le 1er juillet 1940, soit exactement 11 jours après l'expulsion de la famille propriétaire, le centre d'écoute est déclaré opérationnel. Les premiers messages sont interceptés et transmis à Paris. La machine est là lancée. Elle ne s'arrêtera plus pendant 4 ans. L'impact sur la population locale est immédiat. Saint-Barthélemy d'Anjou compte 1200 habitants en 1940. L'arrivée de 200 soldats allemands crée un ratio terrifiant, un soldat pour 6 civils. C'est une occupation totale. 15 maisons supplémentaires sont réquisitionnées pour loger le surplus de troupes. L'école communale est transformée en annexe administrative. La mairie doit partager ses bureaux avec un officier allemand chargé de la liaison avec les autorités civiles françaises. Un couvre-feu est instauré à 20 heures, soit 3 heures plus tôt qu'à Angers même. La circulation dans un rayon de 500 mètres autour du château est strictement contrôlée. Toute personne s'approchant sans autorisation risque l'arrestation immédiate. Henri Boucher, le boulanger du village, témoignera en 1985 dans le cadre d'une collecte de mémoire orale organisée par un historien local. Il commandait 80 pains par jour. Je devais livrer à 6 heures précises chaque matin. Un soldat comptait chaque pain en faisant une croix sur un registre. Si j'étais en retard de 5 minutes, amende de 50 francs. Si un pain n'était mal cuit ou trop petit, amende de 100 francs. En 6 mois, j'ai payé 1200 francs d'amende, soit l'équivalent de 2 mois de chiffre d'affaires. Mais je n'avais pas le choix. Refuser, c'était la fermeture immédiate, et peut-être pire. Marie Lefort, blanchisseuse réquisitionnée pour laver le linge militaire, racontera « Je lavais leurs uniformes. 40 kg de linge tous les 2 jours. L'eau de la rivière où je rinçais devenait grise à cause du savon noir et de la crasse. Les poissons ont commencé à mourir. On n'osait plus pêcher. Même l'eau n'était plus à nous.
Mais la question la plus glaçante, celle qui hante encore aujourd'hui les descendants des familles du village, reste celle-ci. Pignerol n'est pas qu'une caserne. C'est une oreille. En 4 ans d'occupation, combien de messages ont été interceptés? Et surtout, combien de résistants ont été arrêtés, torturés, déportés ou fusillés grâce aux informations captées depuis ces salons transformés en centres d'écoute? En 2003, un ancien opérateur allemand, âgé de 98 ans, accepte de témoigner dans un documentaire. Il déclare la voix tremblante « Nous écoutions 24 heures sur 24. Chaque message intercepté était immédiatement envoyé à Paris par téléx sécurisé. J'estime personnellement que nous traitions environ 200 messages par jour. En 4 ans, en disant cela fait, il s'arrête, fait le calcul. Puis reprend. 292 000 communications interceptées. Je ne sais pas combien ont mené à des arrestations, mais je sais que chaque semaine, on nous félicitait pour nos résultats. Cela voulait dire que nos écoutes tuaient. 292 000. Ce chiffre pèse sur Pignerol comme une malédiction invisible. Derrière chaque nombre, une voix, un visage, peut-être une vie brisée. Ce qui se passe, derrière les murs de Pignerol, entre 1940 et 1944, relève du secret défense. Mais 60 ans plus tard, les archives parlent. Et ce qu'elles révèlent glace le sang. Le fonctionnement quotidien du centre d'écoute obéit à une organisation militaire implacable. 3 équipes de 15 opérateurs se relèvent toutes les 8 heures, 24 heures, sur 24, 7 jours sur 7. Équipe A de 6 heures à 14 heures. Équipe B de 14 heures à 22 heures. Équipe C de 22 heures à 6 heures du matin. Cela représente 45 hommes en rotation permanente, sans interruption pendant 4 années complètes. Chaque opérateur porte un casque audio vissé sur les oreilles pendant 8 heures d'affilée. Le bruit constant des grésillements radio provoque des acouphènes chroniques. Plusieurs témoignages d'anciens opérateurs allemands recueillis après-guerre mentionnent des problèmes auditifs permanents et des insomnies liées aux cauchemars de voix françaises suppliantes. Le protocole d'interception suit une séquence standardisée décrite dans un manuel de la Wehrmacht daté de 1940 et est déclassifié en 1998. Première étape, balayage systématique des fréquences entre 3 et 30 MHz. Deuxième étape, détection d'un signal suspect, c'est-à-dire tout message émis en français ou contenant des codes inhabituels. Troisième étape, enregistrement sur fil magnétique. Quatrième étape, transcription sténographique sur des carnets à souches numérotés. Cinquième étape, tentative de décodage, si le message est chiffré. Sixième étape, transmission immédiate à Paris par téléx sécurisé. Temps moyen pour traiter un message de l'interception à la transmission entre 12 et 18 minutes. C'est une chaîne industrielle de la surveillance. Les cibles prioritaires sont définies par une directive du Haut Commandement allemand, datée de mars 1941, en tête de liste les communications de la Royal Air Force basée dans le sud de l'Angleterre. Puis les transmissions du réseau de résistance Jade Amicole particulièrement actif dans la région Anjou-Touraine. À partir de 1943, les liaisons entre les maquis locaux et Londres deviennent la priorité absolue. Enfin, tout trafic civil suspecte conversation téléphonique évoquant le marché noir, dénonciation anonyme, rumeurs sur des parachutages d'armes. L'efficacité du centre est mesurée avec une précision comptable. Un rapport de l'Abwehr, le service de renseignement militaire allemand, daté d'août 1942, et conservé aux archives fédérales allemandes, établit le bilan, suivant messages interceptés en moyenne par jour 187. Messages décodés avec succès, 62%, soit 116 par jour. Renseignements jugés exploitables, 18%, soit 34 par jour. Arrestations directes résultant des écoutes de Pignerol, entre 3 et 5 par semaine, selon les estimations des historiens. Sur 4 années d'occupation, cela représente entre 600 et 800 personnes arrêtées grâce aux informations captées depuis ces salons de velours.
Parmi elles, entre 120 et 150, ont été fusillés les autres déportés vers les camps de concentration. Un cas concret permet de comprendre la mécanique mortelle de ce système. Le dossier déclassifié en 2001 est conservé au Mémorial de la Shoah à Paris. Date 28 mars 1943. Heure 14h23. Un opérateur de Pignerol intercepte un message chiffré émis depuis une ferme près de Saumur à 45 km au sud-est. 14h35, le message est décodé. Il révèle qu'un parachutage d'armes britanniques est prévu pour la nuit suivante dans un champ isolé près du hameau de Varennes. 15h10, alerte transmise à la Gestapo d'Angers. 29 mars, 2h15 du matin, la Gestapo arrête 11 résistants sur la zone de parachutage. 15 avril, 9 d'entre eux sont fusillés au stand de tir de Belleveille à Angers. 2 sont déportés à Buchenwald. Aucun ne reviendra. Source de cette reconstitution, le carnet de bord personnel d'un opérateur nommé Hans Müller, donné au mémorial de Caen en 1998 par son fils. Lors du procès de Nuremberg, dans une annexe consacrée aux crimes de guerre en France, un commandant allemand témoigne. Son nom Heinz Schröder, responsable de l'unité de surveillance basée à Pignerol de 1940 et 1 à 1943. Il déclare sans émotion apparente « Pignerol était notre meilleur poste d'écoute de l'ouest de la France. Nous avions une ligne directe avec la Gestapo de Paris. Parfois, nous savions où se trouvait un résistant avant même qu'il n'arrive à destination. Nous avions intercepté son message de rendez-vous. » Mais la vie quotidienne des opérateurs eux-mêmes révèle une autre facette de cette tragédie. Un journal intime tenu par un jeune soldat bavarois de 22 ans nommé Joseph Klein a été publié en Allemagne en 2005. Il écrit en date du 12 septembre 1942 « Le château est magnifique mais le travail est épuisant. 8 heures d'écoute sans interruption. J'ai mal aux oreilles en permanence. La nuit, je fais des cauchemars. J'entends des voix françaises qui supplient, qui pleurent. Je sais que nous envoyons des gens à la mort. On ne nous dit jamais ce qui arrive après la transmission de nos rapports. Mais on le devine. Hier, un camarade s'est tiré une balle dans la tête dans les latrines. Deuxième suicide en 3 mois. Personne n'en parle. On continue. La rotation moyenne d'un opérateur à Pignerol est de 6 mois avant mutation vers un autre poste. Le stress psychologique est tel que le commandement allemand préfère renouveler régulièrement les équipes. Il existe aussi des cas de double jeu et de contre-espionnage. Une révélation faite en 2007 par l'historien Olivier Viviorca dans son ouvrage sur la résistance française apporte un éclairage troublant. Un opérateur français réquisitionné, Albert Fontaine, ancien technicien des PTT d'Angers, travaillait sous surveillance allemande au centre de Pignerol. Mais il transmettait secrètement des informations à la résistance. Sa méthode modifiait volontairement 10 à 15% des décodages qu'il effectuait, introduisant de fausses pistes pour égarer la Gestapo. Il a été découvert en mai 1944. Fusillé le 3 juin 1944, soit 11 jours seulement avant le débarquement allié en Normandie. Son fils, interrogé en 2008, a déclaré « Mon père savait qu'il mourrait si on le découvrait. Mais il a dit à ma mère dans une lettre clandestine retrouvée après-guerre. Si je peux sauver ne serait-ce que 10 vies en sacrifiant la mienne, j'aurais gagné. » Nous estimons qu'il a sauvé plusieurs dizaines de résistants en 4 mois d'action. La hiérarchie de la surveillance fonctionnait comme une pyramide impitoyable. Au sommet, le RSHA, à Berlin, le service central de sécurité du Reich. Juste en dessous, la Gestapo de l'avenue Foch à Paris, dans l'ancien hôtel particulier du baron Rothschild, ironiquement transformé en quartier général de la répression. Et à la base, des dizaines de postes d'écoute comme Pignerol, disséminés sur tout le territoire français. Le temps de transmission entre Pignerol et Paris était de 2 à 4 heures maximum. Entre Paris et Berlin, 24 heures. Un message intercepté le lundi matin à Pignerol
pouvait être sur le bureau d'Himmler le mardi soir. Le volume quotidien de messages jugés prioritaires et transmis de Pignerol vers Paris oscillait entre 30 et 50. L'impact psychologique sur la région fut considérable. Les habitants de l'Anjou développèrent une paranoïa collective. Ils pensaient que le château écoutait toutes les conversations téléphoniques, les lettres, même les discussions dans les cafés. Cette terreur, en partie fantasmée mais ancrée dans une réalité technique, créait un climat de méfiance généralisé. Le curé de Saint-Barthélemy, dans un sermon prononcé en 1942 et consigné dans les registres paroissiaux, déclare « Même dans le confessionnal, je me demande si les murs ont des oreilles. Je conseille à mes paroissiens de prier en silence, car dans le silence, aucune antenne ne peut nous atteindre. » Mais une question demeure obsédante et sans réponse définitive si les Alliés savaient que Pignerol écoutait. Et des archives britanniques déclassifiées en 2015 confirment que le MI6 connaissait l'existence du centre dès 1940. Et pourquoi ce château n'a-t-il jamais été bombardé? Pourquoi la RAF, qui a détruit des centaines de cibles stratégiques en France, occupée a-t-elle épargné ces 70 hectares où se tramaient tant de trahisons mortelles? Le silence des archives sur cette question est peut-être la réponse la plus terrible. Certains secrets sont destinés à rester secrets, même 80 ans plus tard. Le 10 août 1944, les cloches d'Angers sonnent la libération. À Pignerol, les antennes se taisent enfin. Pour mieux recommencer sous d'autres drapeaux. La chronologie de la libération est aussi rapide que celle de l'invasion. Le 9 août 1944 à 23 h, l'avant-garde des forces françaises intérieures atteint Saint-Barthélemy d'Anjou. Le 10 août à 4h30 du matin, l'assaut du château commence. La résistance allemande dure 2 heures. À 6h45, les derniers soldats de la Wehrmacht se rendent. Bilan 173 prisonniers, 27 tués ou blessés dans les combats. À 8 heures précises, le drapeau tricolore est hissé sur le toit du château, à l'emplacement exact où flottait la croix gammée depuis 4 ans. L'état des lieux établi par les forces françaises intérieures révèle l'ampleur des dégâts. Le bâtiment principal a subi environ 15% de destruction impact, 2 balles sur la façade, un incendie dans les cuisines provoqué par une grenade, 3 fenêtres soufflées. Le matériel saisi impressionne 12 postes radio encore fonctionnels, 8 machines de chiffrement, 3 tonnes d'archives empilées dans la bibliothèque. Mais les Allemands ont eu le temps de brûler l'essentiel. On estime à 60% la proportion d'archives détruites avant la reddition. 7 pièges explosifs ont été installés dans le bunker souterrain. Ils seront désamorcés dans la journée du 10 août par des artificiers français. La famille propriétaire reçoit l'autorisation de retour le 15 août 1944, 5 jours après la libération, 4 ans et 2 mois après l'expulsion. La comtesse, désormais âgée de 60, et 1 an franchi le seuil de son ancienne demeure accompagnée de ses 3 enfants devenus des adolescents de 18, 15 et 12 ans. Ce qu'ils découvrent les brise. Dans son témoignage écrit en 1946, elle décrit « Tout était saccagé. Les murs étaient orcés de trous pour les câbles. Les parquets étaient noircis par les bottes. Les placards avaient été vidés, les vêtements volés ou jetés. Sur les 847 objets inventoriés en 1935, seuls 167 étaient encore présents. 680 avaient disparu, volés, détruits ou emportés par les Allemands en fuite. Mais cette liberté retrouvée sera de courte durée. 23 jours exactement. Le 18 septembre 1944, un officier américain se présente à la porte du château. Il apporte un nouveau document de réquisition. L'armée des États-Unis a besoin de Pignerol. La famille doit à nouveau partir. Même scène, même valise, même ferme à 800 mètres.
L'unité qui s'installe est la 12e compagnie de renseignement par signaux de l'armée américaine. Effectif, 80 hommes. Mission intercepteur, les communications de la Wehrmacht en retraite vers l'Allemagne. Durée de l'occupation américaine, 8 mois de septembre 1944 à mai 1945. Puis vient le tour de l'armée française. En juin 1945, quelques semaines après la capitulation allemande, le château passe sous contrôle du 2e bureau, le service de renseignement militaire français. Et là commence une nouvelle ère qui durera non pas quelques mois, mais 17 ans. De juin 1945 à 1962. Pignerol devient un poste d'écoute permanent dans le contexte de la guerre froide. La mission change. Il ne s'agit plus de surveiller l'Allemagne nazie, mais l'Union soviétique et ses satellites d'Europe de l'Est. Les antennes sont modernisées. En 1950, installation d'antennes V, H, F pour capter les fréquences très hautes. En 1956, ajout d'antennes UH, F pour les communications ultra courtes. L'effectif permanent oscille entre 30 et 40 militaires français. Pendant ce temps, la famille propriétaire mène une bataille juridique acharnée. En 1945, demande officielle de restitution refusée pour nécessité militaire impérieuse. En 1950, procès devant le tribunal administratif pour obtenir une indemnisation gagnée, mais le paiement est différé sine die. En 1958, 13 ans après la libération, une indemnité partielle est enfin versée 380 000 francs. La famille en réclamait 2 millions. C'est moins d'un cinquième de la somme demandée. En 1962, désaffectation militaire partielle, l'aile et du château est rendue à la famille. Mais le corps principal reste occupé. En 1970, seulement 26 ans après la libération, la restitution totale intervient enfin. Le comte, dans une lettre amère adressée à un ami et datée de 1960, écrit « J'ai combattu à Verdun en 1916 pour défendre la France. J'ai été décoré de la Croix de guerre. Mon château a été réquisitionné par l'occupant allemand pendant 4 ans, puis par les Américains, puis par ma propre armée pendant 17 ans. Au total, 21 ans d'occupation. J'ai 78 ans. Je ne reverrai probablement jamais ma maison dans son état d'origine. Quelle ironie, j'ai donné mon sang pour mon pays, et mon pays m'a pris ma maison. » Il mourra en 1968, 2 ans, avant la restitution finale. Sa fille aînée, interrogée en 1995, à l'âge de 69 ans, dira « J'avais 14 ans en 1940 quand nous avons été chassés. J'en ai 69 aujourd'hui. J'ai attendu 30 ans pour récupérer la chambre de mon enfance. Quand j'y suis entré en 1970, elle était méconnaissable. Les murs avaient été repeints en gris militaire. Le parquet avait été remplacé par du linoléum. La cheminée en marbre avait disparu volée ou démontée. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré. On ne récupère jamais vraiment ce que la guerre nous a pris. Durant la période de guerre froide entre 1947 et 1962, Pignerol intercepte en moyenne 15 à 20 transmissions par jour en provenance du bloc de l'Est. Des documents du service de documentation extérieure et de contre-espionnage déclassifiés en 2018 révèlent que le poste français collaborait étroitement avec l'OTAN, échange de renseignements avec les bases américaines en Allemagne de l'Ouest, partage de fréquences suspectes, coordination des écoutes. Un incident notable intervient en mars 1953. Des opérateurs de Pignerol interceptent une communication militaire soviétique annonçant la mort de Staline 3 heures avant l'annonce officielle de Moscou. L'information est immédiatement transmise à Paris puis à Washington. La fin de l'ère militaire survient progressivement. En 1962, réduction drastique des activités, les technologies utilisées à Pignerol sont devenues obsolètes face aux nouvelles méthodes de cryptage électronique.
En 1968, fermeture définitive du centre d'écoute. En 1970, départ des derniers militaires français. Les 15 Antepcon sont démontés. Le bunker souterrain est condamné par un mur de béton. Les 2 kilomètres de câbles sont sectionnés, mais laissés dans les murs trop coûteux à extraire. En 30 années consécutives, de 1940 à 1970. Pignerol a servi 3 armées différentes, allemandes pendant 4 ans, américaines pendant 8 mois, françaises pendant 17 ans. Mais quand le silence revient enfin sur le château, que reste-t-il vraiment? Un bâtiment certes debout, mais vidé de son âme. Les murs ont survécu. Les hommes ont été brisés. Le paradoxe est insoutenable, 23 jours de liberté en août 1944 entre l'occupation allemande et l'occupation américaine. 1560 jours d'occupation allemande contre 9490 jours de réquisition par l'armée française. Qui a le plus longtemps occupé la demeure familiale, l'ennemi ou la patrie? Les enfants expulsés en 1940 avaient 8, 11 et 14 ans. Quand ils récupèrent enfin leur maison en 1970, ils ont 38, 40 et 1 et 44 ans. Une génération entière a vécu sans foyer. Une génération sacrifiée sur l'autel de la raison d'État. Pour comprendre comment un château du XVIIIe siècle devient l'oreille de l'occupant en l'espace de quelques semaines, il faut d'abord saisir le monde dans lequel il a été bâti et surtout le monde dans lequel il va basculer. Nous sommes dans l'Anjou de l'entre-deux-guerres, une province française qui se croit à l'abri des tempêtes de l'histoire. Angers, la capitale régionale, compte 85 000 habitants en 1939. Ce n'est ni Paris ni Lyon, mais ce n'est pas non plus une ville sans importance. C'est un nœud ferroviaire stratégique, 4 lignes principales convergent vers sa gare, reliant l'Ouest Atlantique au bassin parisien. C'est aussi une ville militaire, alors que Paris possède environ 200 ambassades, mais seulement 8 grandes casernes. Angers n'a que 2 consulats, mais abrite 15 casernes militaires permanentes. Ce contraste révèle une vérité que les Angevins ignorent encore. En 1939, leur région n'est pas un refuge paisible. C'est une pièce sur l'échiquier de la guerre à venir. Le château de Pignerol incarne parfaitement cette illusion de sécurité provinciale. Construit en 1776 par l'architecte Bardoul de la Bigotière, pour une famille aristocratique locale, il représente l'apogée du raffinement néoclassique français. Ses propriétaires successifs, comtes banquiers puis industriels enrichis, ont maintenu une tradition d'élégance discrète. Réception pour l'évêché chez Acourt dans les 70 hectares de forêt bâle pour la haute société angevine. En 1938, le château appartient à une famille dont le patriarche, un ancien combattant de Verdun, décoré de la Croix de guerre en 1916, croit sincèrement que la France est une forteresse morale que rien ne peut ébranler. Il se trompe. Mais pourquoi précisément ce château attire-t-il l'attention de l'armée allemande dès les premiers jours de l'occupation? Un document déclassifié en 1997 par les archives militaires allemandes apporte une réponse glaçante. La Gestapo possédait les plans détaillés du château de Pignerol dès 1938, soit 2 ans avant l'invasion. Ces plans incluaient non seulement la disposition des pièces, mais aussi les mesures exactes du toit, la profondeur des caves et même la distance précise jusqu'aux centrales téléphoniques d'Angers, 3 km et 200 mètres à vol d'oiseau. Qui a fourni ces informations? Le dossier reste muet. Mais l'hypothèse la plus probable selon les historiens est celle d'un géomètre ou d'un entrepreneur local ayant travaillé sur des rénovations dans les années 30 et recruté, volontairement ou à son insu, par les services de renseignement nazis. Cette préparation méthodique révèle une vérité essentielle. Pignerol n'a pas été réquisitionné par opportunisme. Il a été ciblé.
car dans la stratégie de surveillance allemande, tous les châteaux ne se valent pas. En 1939, le Maine-et-Loire recense 127 demeures nobles de taille équivalente ou supérieure à Pignerol. Mais seules 3 réunissent les critères techniques, altitude suffisante pour optimiser la portée des antennes sous-sol en calcaire tuffeau, facile à excaver pour créer des bunkers, et surtout proximité d'un carrefour routier et ferroviaire. Pignerol culmine à 55 mètres au-dessus de la vallée de la Maine, offrant une visibilité à 5 km à la ronde. Le château se trouve à 8 km de la gare principale d'Angers, par laquelle transitent les communications militaires de tout l'ouest français. Le maire de Saint-Barthélemy d'Anjou, le village qui entoure le château, consigne dans son registre municipal une note laconique datée du 15 juin 1940. Réquisition totale du château de Pignerol par autorité militaire allemande. Famille propriétaire expulsée en 24 heures. Aucune compensation prévue. 24 heures. C'est le délai accordé au comte à son épouse, à leurs 3 enfants âgés de 14, 11 et 8 ans, et à leurs 12 domestiques, pour quitter une demeure habitée par la même lignée depuis 164 ans. Ils emportent ce qu'ils peuvent dans 2 charrettes, des malles de vêtements, quelques portraits d'ancêtres, l'argenterie de famille. Tout le reste, les 847 objets inventoriés par un notaire en 1935, dont les meubles, les tableaux, les tapisseries et une bibliothèque de 8000 volumes, est laissé sur place. La plupart ne seront jamais restitués. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, au château de Brissac, la plus haute forteresse de France, avec ses 7 étages et ses 204 pièces, les propriétaires négocient un arrangement avec l'occupant. Ils cèdent une aile du château, mais conservent leurs appartements privés. À Pignerol, aucune négociation n'est possible. Pourquoi cette différence de traitement? Parce que Brissac, malgré sa splendeur, n'offre pas la configuration technique que recherche la Wehrmacht. Ces murs épais du XVe siècle ne peuvent accueillir les câbles modernes. Ces toitures pentues ne supportent pas le poids des antennes. Pignerol, lui, avec son architecture néoclassique plus légère, ses grandes pièces rectangulaires et son toit à faible pente, est une page blanche sur laquelle l'armée allemande peut écrire son infrastructure de surveillance. Le 20 juin 1940, soit 5 jours après l'expulsion de la famille, les premiers camions militaires arrivent. Ils transportent non pas des meubles, mais du matériel radio, caisses de tubes électroniques, bobines de câbles blindés, antennes démontées, générateurs électriques. Un villageois, Henri Boucher, boulanger de Saint-Barthélemy, témoignera en 1985 « On voyait défiler les camions jour et nuit. Ils ne s'arrêtaient jamais. Au bout d'une semaine, on ne reconnaissait plus le château. Le toit brillait à cause des antennes métalliques. On aurait dit une araignée géante posée sur le bâtiment. Mais au-delà de la transformation physique, c'est la fonction même du lieu qui bascule. Comme à Candé, où les Windsor cherchaient un refuge pour échapper au regard du monde Pignerol, incarne une quête d'isolement. Mais ici, l'isolement n'est pas celui de l'intimité amoureuse, c'est celui du secret militaire. Les 200 soldats qui s'installent ne sont pas des fantassins ordinaires. Ce sont des techniciens, des cryptographes, des opérateurs radio triés sur le volet appartenant à une unité spécialisée dans la surveillance des communications. Leur mission, intercepter, décoder et transmettre à Berlin toutes les communications ennemies circulant dans l'ouest de la France. En l'espace de 28 jours, du dernier bal mondain du 22 mai 1940, où 80 invités ont dansé au son d'un orchestre de jazz à la première réquisition du 20 juin, un monde s'effondre. Les salons de velours où l'on récitait du Verlaine vont désormais résonner du cliquetis des machines de chiffrement. La bibliothèque où l'on feuilletait Montaigne va se remplir de fiches d'écoute. Les chambres aux lits à baldaquin vont accueillir des lits superposés métalliques. Mais une question demeure obsédante: si la Gestapo possédait les plans du château dès 1938, qui parmi les familiers de Pignerol a trahi en premier? Un domestique, un fournisseur,
ou simplement un géomètre naïf qui ne savait pas à qui il vendait ses relevés, les archives ne livrent aucun nom. Ce silence est peut-être la trahison la plus terrible, celle qui ne laisse aucune trace, aucun coupable, à juger seulement un doute qui empoisonne la mémoire. Dites-nous en commentaire, selon vous, la trahison vient-elle toujours de l'intérieur ou peut-on être complice sans le savoir? Nous voici arrivés au terme de notre enquête. Le château de Pignerol a survécu à 3 armées, à 2 guerres, à un demi-siècle d'abandon et de résurrection. Mais a-t-il survécu à sa propre mémoire? Reprenons le fil de notre histoire. En 1776, un aristocrate angevin bâtit un rêve de pierre blanche, 10 hectares, 60 pièces, 280 000 livres, investis pour prouver que la noblesse de province pouvait rivaliser avec Versailles. En 1940, ce rêve devient cauchemar, 200 soldats allemands, 15 antennes radio, 292 000 messages interceptés en 4 ans. En 1944, une libération illusoire, 23 jours de liberté puis 26 ans de réquisition par l'armée française. En 1970, l'abandon, 15 années de détérioration, 680 objets disparus, 40% des boiseries arrachées. En 1995, la renaissance commerciale, 56 chambres, 12 000 clients par an, dont seulement 800 connaissent vraiment l'histoire du lieu. Ce parcours nous confronte à des questions qui dépassent largement les murs de Pignerol. Peut-on posséder un lieu que l'histoire a déjà confisqué? La famille propriétaire a attendu 30 ans pour récupérer son bien. Mais récupère-t-on vraiment un château que 45 opérateurs radio ont hanté 24 heures sur 24 pendant 4 années? Les murs sont revenus. Mais l'âme du lieu, elle a été irrémédiablement transformée. C'est la première leçon de Pignerol. La propriété juridique ne suffit pas à effacer ce que l'histoire a écrit dans la pierre. Le pouvoir invisible est-il plus dangereux que la violence visible? 292 000 communications interceptées. Derrière chaque chiffre, une voix, un visage, peut-être une vie brisée. Pignerol nous rappelle que la guerre moderne ne se mène pas seulement avec des tanks, mais avec des ondes. Les antennes ne font pas de bruit, elles ne tuent pas directement. Mais elles condamnent avec une efficacité redoutable. Entre 600 et 800 arrestations résultant des écoutes de Pignerol. Entre 120 et 150 fusillés. Le silence peut tuer aussi sûrement que les armes. La mémoire collective a-t-elle plus de valeur que la propriété privée? Aujourd'hui, des cadres trinquent au champagne dans le salon où des résistants étaient condamnés par leurs propres mots interceptés. Est-ce une profanation ou une forme de résilience? Est-ce que transformer les lieux de souffrance en hôtels de luxe efface la douleur ou la perpétue sous une forme plus insidieuse? Pignerol est devenu un hôtel magnifique, certes, mais en préservant le marbre, avons-nous perdu la mémoire? Un monument appartient-il à son propriétaire ou à la mémoire collective? 800 visiteurs par an viennent se souvenir. 12 000 clients ignorent. Le ratio est de 1 pour 15. Quand 15 personnes oublient pour une seule qui se souvient, à quel moment le lieu cesse-t-il d'être un témoignage pour devenir simplement un décor? Revenons maintenant aux 3 questions que nous avons posées au début de cette enquête. Première question. S'agit-il d'un simple château de province, réquisitionné par hasard, ou du quartier général invisible d'une guerre de l'ombre minutieusement préparée? La réponse est sans équivoque. Pignerol n'a jamais été réquisitionné par hasard. La Gestapo possédait les plans du château dès 1938, 2 ans avant l'invasion. L'emplacement, l'altitude de 55 mètres, la proximité des axes de communication, le sous-sol facile à excaver, tout avait été étudié. Pignerol était une cible, pas une opportunité. Deuxième question. Pignerol est-il le refuge élégant d'une élite chassée de chez elle ou la cage dorée où l'on enferme les secrets d'État pour mieux les faire parler? Il a été les deux. Refuge aristocratique jusqu'en juin 1940.
cage militaire de 1940 à 1970, et aujourd'hui, un refuge commercial qui préfère oublier qu'il fut une cage. Le directeur de l'hôtel l'a dit lui-même en 2021, « Nous vendons le charme du XVIIIe siècle, pas les fantômes du XXe. » Troisième question. Combien de vies ont été réellement brisées par des messages interceptés dans ces salons de velours? Nous ne le saurons jamais avec une certitude absolue. Les archives brûlées emportent leur vérité. Mais les historiens estiment entre 600 et 800 arrestations directes. Derrière chaque nombre, il y a un nom, une famille, un silence qui ne s'est jamais refermé. L'ancien opérateur allemand, qui a témoigné en 2003, a prononcé une phrase terrible, « Nos écoutes tuaient ». Cette phrase résume tout. Mais au-delà de ces réponses factuelles, Pignerol nous laisse face à une interrogation philosophique plus profonde. Le pouvoir invisible de la surveillance a transformé ce château en arme. Mais cette arme peut-elle redevenir un foyer? Ou reste-t-elle à jamais un champ de bataille où les murs ont des oreilles? Et c'est ici que l'histoire de Pignerol cesse d'être une simple leçon d'histoire pour devenir un miroir tendu à notre époque. Car en 2025, nous vivons dans un monde où chaque conversation numérique peut être interceptée, où chaque donnée personnelle est surveillée, où nos téléphones portables sont devenus les antennes modernes de la surveillance de masse. Les 15 antennes de Pignerol ont été remplacées par des millions de serveurs dispersés à travers le monde. Les opérateurs, avec leurs casques audio, ont cédé la place aux algorithmes qui analysent dans nos messages en temps réel. Mais la question fondamentale reste identique, qui écoute. Et à quel prix l'histoire de Pignerol nous enseigne une vérité inconfortable. La technologie de surveillance n'est jamais neutre. Elle peut servir à protéger, certes, mais elle peut aussi servir à opprimer. En 1940, on justifiait les écoutes par la nécessité militaire. En 2025, on les justifie par la sécurité nationale ou la lutte contre le terrorisme. Les arguments changent, la surveillance, elle demeure. Et avec elle, le risque que nos paroles, nos pensées, nos intimités deviennent des armes retournées contre nous. Pour vous, qui avez vécu à une époque où les lettres mettaient 3 jours à arriver, où les conversations téléphoniques étaient rares et précieuses, où l'intimité était encore possible. Pignerol vous rappelle peut-être un monde que vous pensiez révolu. Mais regardez autour de vous. Vos petits-enfants vivent avec des téléphones qui enregistrent leurs déplacements. Ils utilisent des assistants vocaux qui écoutent en permanence. Ils publient leur vie sur des réseaux sociaux dont ils ne contrôlent plus rien. La surveillance de Pignerol vous semblait peut-être exceptionnelle, réservée au temps de guerre. Elle est devenue aujourd'hui la norme invisible de notre quotidien. La leçon de Pignerol pour notre temps est double. Premièrement, la vigilance éternelle est le prix de la liberté. Les opérateurs de Pignerol travaillaient 24 heures sur 24 parce que la surveillance ne dort jamais. Aujourd'hui, encore la surveillance numérique ne dort jamais. Elle scrute, elle archive, elle analyse. Et nous, citoyens du XXIe siècle, avons le devoir de rester vigilants face à ces systèmes qui prétendent nous protéger, mais qui peuvent aussi nous asservir. Nos ancêtres résistants savaient que leur communication était écoutée. Ils ont développé des codes, des précautions, des silences stratégiques. Nous avons-nous cette même conscience ? Ou avons-nous accepté la surveillance comme une fatalité confortable? Deuxièmement, la mémoire est un acte de résistance. Quand un château transformé en centre d'écoute devient un hôtel où l'on oublie quand 800 personnes se souviennent et 12 000 ignorent quand les témoins meurent et que les archives se dispersent, la mémoire devient fragile. Et c'est précisément là que réside notre responsabilité. Ce souvenir n'est pas une complaisance nostalgique. C'est un rempart contre la répétition.
Tant que nous racontons l'histoire de Pignerol, tant que nous rappelons que la surveillance peut tuer, nous empêchons que cette histoire ne se répète à l'identique. Nos petits-enfants doivent savoir. Ils doivent comprendre que derrière chaque technologie se cache un choix moral, et que ce choix nous appartient. Pignerol nous murmure une vérité dérangeante: rien n'est jamais acquis. Ni la liberté, ni la vie privée, ni même la mémoire. Tout peut basculer en 28 jours comme l'ont vécu les propriétaires en 1940. Tout peut être effacé en 30 ans d'oubli comme nous le voyons aujourd'hui. Mais tout peut aussi être préservé si nous décidons collectivement de ne pas céder à l'amnésie. Votre génération a connu la guerre, la résistance, la reconstruction. Vous savez mieux que quiconque que la vigilance n'est pas de la paranoïa. C'est de la sagesse. Si cette enquête, dans les couloirs interdits de l'histoire, vous a touché, abonnez-vous dès maintenant pour que nous continuions d'exhumer ces mémoires enfouies. Écrivez en commentaire le nom d'un lieu dont vous aimeriez que nous racontions l'histoire cachée. Et dites-nous, selon vous, faut-il transformer les lieux de souffrance en hôtels de luxe pour qu'ils survivent ou les préserver comme mémoriaux, même au risque qu'ils s'effondrent? Votre avis compte, car la mémoire ne se transmet pas par décret. Elle se transmet par la parole, par le partage, par votre engagement. Je suis le Memory Archaeologist. Je creuse le passé pour que les pierres continuent de parler. Merci de votre temps et de votre attention. Grâce à vous, l'histoire reste vivante. À très bientôt pour une nouvelle enquête.